Bonjour à tous, à suivre dans un instant l'examen en deuxième lecture de la proposition de loi dite Amazon, une proposition de loi UMP qui émane de l'Assemblée nationale et qui vise à modifier la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre. Cette loi, à l'époque, avait pour objectif de préserver les petits libraires face aux grandes enseignes. Elle doit aujourd'hui être adaptée avec l'évolution du commerce en ligne. En effet, les auteurs de ce texte estiment que des grandes enseignes sur le net comme Amazon par exemple ne doivent plus pouvoir faire la livraison gratuite. C'est pour eux une concurrence déloyale par rapport aux libraires. Ce texte est relativement consensuel, il est donc examiné en deuxième lecture au Sénat et devrait être adopté sans grande difficulté par le Parlement. Tout de suite donc, retour à l'hémicycle. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi adoptée avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à encadrer les conditions de vente à distance des livres et habilitant le gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux contrats d'édition. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, nous arrivons ce matin au terme du cheminement d'un texte, Madame le rapporteur, dont la valeur est primordiale pour le Parlement comme pour le gouvernement, pour la majorité comme pour l'opposition. Les lois qui encadrent le secteur du livre sont ordinairement le fruit d'un large consensus, pour ne pas dire d'unanimité, au sein des chambres, et cette loi n'a pas dérogé pour le moment à cette règle. C'est le signe de l'attachement profond de la nation à un sujet, le livre, l'économie du livre, qui participe depuis longtemps à l'idée que la France se fait d'elle-même, de son histoire et de son avenir. La proposition de loi que nous examinons mobilise deux leviers par lesquels les pouvoirs publics agissent en faveur du secteur du livre. La régulation économique, d'une part, et le droit d'auteur. Pour la régulation économique, la disposition que nous examinons vient compléter la loi du 10 août 81 pour restaurer un équilibre entre les différents acteurs que la loi de 81 avait pour objectif de consacrer pour préserver la diversité éditoriale et ainsi toute la chaîne du livre. La loi sur le prix unique du livre de 1981 avait déjà été adaptée au livre numérique en 2011. Ici, nous en complétons l'esprit par des dispositifs importants afin de préserver une juste concurrence, notamment dans un univers de vente à distance à travers Internet. Concernant le droit d'auteur, vous le savez, la proposition de loi habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance. C'est original comme dispositif, mais ça montre bien l'intérêt et l'importance du sujet. Nous allons donc pouvoir habiliter par ordonnance les conséquences de l'accord tout à fait majeur qui a été signé entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition le 21 mars 2013. Un an, c'est donc le temps qu'il a fallu pour pouvoir faire entrer dans la loi ces dispositions. Cet accord entre auteurs et éditeurs est un accord absolument essentiel, fruit de plusieurs années, 4 années de discussion entre auteurs et éditeurs. Il permet enfin d'opérer, et c'est très attendu, et notamment très attendu par les auteurs, opérer au sein du Code de la propriété intellectuelle une modernisation des dispositions relatives aux contrats d'édition qui n'avaient pas, pour l'essentiel, été revues depuis 1957. Cela va donc permettre aux acteurs du secteur du livre d'aborder ensemble, plus sereinement et avec un grand souci de protéger les auteurs, la diffusion numérique des livres. Cette loi va rendre les obligations des éditeurs, notamment au regard des contrats d'édition, plus conformes à la réalité technique, économique du XXIe siècle. Cela va permettre pour les auteurs d'aborder avec confiance la cession de leurs droits,
en sachant que leurs éditeurs, de leur côté, s'engageront à travers ces contrats à avoir les meilleures pratiques. L'article 1er maintenant de la proposition de loi encadre, lui, les conditions de la vente à distance de livres, dans le cadre toujours de la loi de 81 sur le prix unique du livre. Il a été notifié la loi a été notifiée à la Commission européenne et aux autres États membres de l'Union immédiatement après la première lecture ici au Sénat. Et alors que l'adhésion unanime du Parlement au principe et à la lettre de ce texte se dessinait. Cette notification à la Commission européenne était, vous le savez, une démarche tout à fait importante pour la sécurité juridique du texte. Elle était aussi l'occasion d'engager un dialogue utile avec la Commission, compte tenu du regard toujours, on va dire, extrêmement attentif avec laquelle la Commission a constamment considéré les lois nationales de régulation du prix du livre. Et n'en déplaise à certains turéféraires chantres d'un libéralisme échevelé, la disposition et la loi de 1981, faut-il le rappeler, n'est pas une loi anticoncurrentielle. C'est une loi qui permet qu'une juste concurrence s'exerce au sein du secteur du livre, mais dans un marché évidemment régulé par la loi sur le prix unique qui est fixé bien sûr par les éditeurs. La Commission européenne a pu ainsi faire part de ses observations aux autorités françaises. Conformément à la procédure d'information mise en place par la directive de 1998, nos administrations lui ont répondu. Le délai de statu quo, qui a nécessité donc que nous prenions un peu plus de temps en ce début d'année. Le délai de statu quo qui est prévu par la directive de 1998 afin que les États membres préservent un délai raisonnable avant d'adopter définitivement les normes notifiées. Ce délai a expiré le 19 mai dernier. Nous pouvons donc envisager maintenant, et vous voyez que c'est tout à fait rapide après l'expiration du délai, en toute sécurité, au regard des procédures d'information de la Commission européenne, l'adoption de la proposition de loi dans des termes conformes au texte issu de sa seconde lecture à l'Assemblée nationale, et ce sera aujourd'hui la position du gouvernement. La proposition de loi notifiée complète la loi de 1981, ne porte aucune discrimination, elle régule les conditions de la vente de livres en cas de livraison à domicile. Et vous savez à quel point c'est important pour nos libraires indépendants, que nous puissions agir ensemble pour les aider, là encore, à trouver toute leur place dans un marché du livre qui maintenant se développe aussi à travers la vente à distance. De la même manière qu'en 1981, il fallait créer les conditions d'une juste concurrence entre acteurs de la vente physique, il faut aujourd'hui s'assurer des conditions d'une juste concurrence entre acteurs de la vente à distance et entre acteurs de la vente à distance et de la vente physique. Nous avons besoin de nos libraires et nous partageons tous cet objectif, je suis heureuse de cette unanimité, l'objectif de préserver le tissu de librairies indépendantes sur tout le territoire national. Dans le cadre des échanges que nous avons eus avec la Commission européenne, nous avons pu clarifier la logique de la proposition de loi. Nous en avions parlé ici même lors du vote de l'amendement de Madame la rapporteure en première lecture. La livraison gratuite au domicile du lecteur constitue un avantage économique qui est perçu comme tel par l'acheteur. Et c'était bien la raison pour laquelle il était important de lui associer un prix, fût-il minime ou symbolique. De ce fait, cette pratique porte atteinte aux équilibres et à l'esprit de la loi de 1981. Enfin, les autorités françaises ont eu l'occasion d'expliquer pourquoi il n'était pas pertinent de s'acheminer vers une obligation de facturation des frais de livraison à prix coûtant. Parce que, évidemment, ça aurait favorisé les gros acteurs ayant la possibilité de négocier des tarifs très bas avec ceux qui assurent la livraison. Et donc, nous avons défendu le fait que la rédaction actuelle était la voie la plus adaptée à l'objectif de diversité éditoriale. Dès l'adoption de la proposition de loi, si elle a lieu aujourd'hui comme nous l'espérons tous, je souhaite poursuivre le dialogue avec les commissaires européens qui sont attentifs à ce texte, afin là encore de continuer à renforcer les échanges entrepris à l'occasion de la notification. Vous savez aussi, plus largement, à quel point j'attache beaucoup de prix politiques au projet de l'Union européenne en matière culturelle.
nous avons aujourd'hui un enjeu majeur, c'est d'adapter les outils de la politique culturelle et de l'exception culturelle à l'ère du numérique. C'était l'enjeu du forum de Chaillot au début du mois d'avril, auquel j'avais invité, outre les parlementaires, mais mes homologues de l'Union européenne, ainsi que de nombreux artistes. Nous avons proposé à cette occasion à la future Commission les éléments d'une stratégie commune en matière culturelle. C'est également la raison pour laquelle nous avons entamé avec la ministre allemande de la Culture, Monika Grütters, un travail que je pense tout à fait déterminant pour la prise en compte à l'échelon européen de nos objectifs en matière de politique du livre. Nous avons, avec l'Allemagne, une très grande proximité de vue concernant une stratégie conjointe pour protéger, encourager, promouvoir le livre et la lecture à l'échelle européenne, et ce aussi bien sur support physique que sur support numérique. Nous avons aussi conscience des enjeux qui se posent à nous et des dangers et des menaces qui pèsent sur la filière du livre dans nos deux pays. Notre détermination est donc totale pour continuer, et cette proposition de loi en est l'un des exemples, continuer à ainsi adapter, moderniser les outils de l'exception culturelle à l'ère du numérique. Je veux enfin remercier le Parlement pour la patience qui a été la sienne au moment de différer l'adoption de cette proposition de loi, alors même que l'accord entre les deux chambres sur ces termes avait été obtenu. Sachez que ce délai, qui était nécessaire et qui était obligatoire, aura été profitable puisqu'il permet de conforter notre démarche. Et dans le même temps, auteurs et éditeurs attendent aussi de leur côté que les termes de leur accord soient transcrits dans le Code de la propriété intellectuelle. Évidemment, grâce au vote conforme que j'espère aujourd'hui, nous pourrons leur garantir l'aboutissement dans des délais extrêmement rapprochés, c'est-à-dire en septembre ou en octobre, de l'ensemble de la transposition de ce contrat qu'ils ont signé avec les éditeurs. Pour ces raisons, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je souhaite que le vote d'aujourd'hui puisse nous permettre collectivement d'aboutir à ce résultat. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Barisa Chiari, rapporteure de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, devant l'Assemblée nationale, le 20 février dernier, vous avez qualifié, Madame la Ministre, la présente proposition de loi d'essentielle et de moderne, rappelant son importance pour la vitalité de la filière du livre, comme le consensus des auteurs, éditeurs et libraires en faveur d'un dispositif qui les aidera à faire face aux enjeux de la transition numérique de l'économie du livre. À cette occasion, vous avez salué l'équilibre trouvé entre la majorité et l'opposition parlementaire à chaque étape de la discussion. Je souhaite que cette nouvelle lecture au Sénat n'y fasse pas exception. Les étapes, en effet, furent nombreuses avant ce jour, chaque assemblée apportant son expertise et sa conviction dans l'élaboration d'une mesure d'apparence modeste et pourtant fort technique. Pour mémoire, l'article 1er de la loi du 10 août 81, relative au prix du livre, dispose que tout éditeur doit fixer pour chaque ouvrage un prix de vente au public, tenu d'être respecté par l'ensemble des détaillants. Toutefois, le commerçant est libre d'appliquer à ce prix une remise maximale de 5%. La législation est en revanche moins précise s'agissant de la facturation des frais de livraison, et ce flou laisse libre cours à la systématisation par certaines plateformes de commerce électronique du double avantage offert aux clients qui bénéficient de la remise légale de 5% et de la gratuité de la livraison. Un tel niveau de concurrence commerciale freine pour les librairies toute velléité de développement d'une activité en ligne économiquement viable. Pire, il contribue à l'érosion du commerce physique de livres, désormais plus coûteux et d'accès moins aisé qu'un site de e-commerce délivrant rapidement et gratuitement toute commande à domicile. Afin de rétablir, autant que faire se peut, les conditions de concurrence plus équitables entre les acteurs du marché du livre, nos collègues députés, auteurs de la présente proposition de loi, ont conçu un dispositif
prévoyant que seul le rabais de 5% soit autorisé dans le cadre de la vente en ligne, à l'exclusion de la gratuité des frais de port, et mettant ainsi sur un pied d'égalité commerce physique et e-commerce. Au cours de sa séance publique du 3 octobre dernier, l'Assemblée nationale a, à l'initiative du gouvernement, intégralement renversé la mesure. Dans ce dispositif, les livres commandés en ligne, dès lors qu'ils n'étaient pas retirés dans un commerce de vente au détail, ne pouvaient bénéficier de la ristourne légale. Les libraires se voyaient donc offrir la possibilité de proposer des livres moins chers en vente physique en application du rabais autorisé de 5%. Par ailleurs, s'agissant du seul e-commerce, la concurrence entre sites ne pouvait plus porter que sur les frais de livraison, évitant ainsi une atrophie des marges par l'application quasi systématique de la ristourne de 5%. En revanche, il n'était plus question dans cette version de la proposition de loi d'interdire la gratuité des frais de port, mais d'offrir la possibilité aux plateformes de vente en ligne d'appliquer sur ces frais, dont elles fixent elles-mêmes le tarif, une réduction équivalent à 5% du prix du livre acquis dans le cadre de la transaction. Sur la base de ce texte, voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, notre commission de la culture a, le 18 décembre dernier, apporté une contribution décisive à la mesure proposée en y réintégrant la facturation des frais de port. À défaut, les plateformes de e-commerce les plus puissantes auraient pu continuer à offrir un service de livraison gratuit, asphyxiant une concurrence qui ne peut appliquer de tels avantages. Nous avons donc interdit la gratuité des frais de port dès lors que la commande n'était pas livrée en magasin, puisqu'il nous était juridiquement impossible de fixer unilatéralement et autoritairement d'un niveau plancher de frais de port, ni d'établir ces frais à leur coût de revient. J'avais alors fait valoir que l'interdiction de la gratuité de la livraison aura un effet psychologique sur le consommateur, dont il convient de ne pas méconnaître les conséquences positives, si modiques seront-elles, sur le rééquilibrage de l'environnement concurrentiel du marché du livre en ligne. Je crois toujours fermement à cet argument. Au cours de sa séance publique du 8 janvier dernier, le Sénat a, à l'unanimité, adopté cette nouvelle version de la proposition de loi en y ajoutant un double complément. À l'initiative de notre collègue Jacques Legendre, un délai de 3 mois a été fixé entre la promulgation du texte et l'application effective de la mesure, afin de laisser aux opérateurs le temps nécessaire aux adaptations logicielles induites par la nouvelle législation. À l'initiative du gouvernement, ce dernier a été habilité à légiférer par ordonnance afin d'intégrer dans le Code de la propriété intellectuelle les dispositions du contrat d'édition telles que prévues par l'accord signé en mars 2013 entre auteurs et auditeurs. Vous venez de le rappeler, Madame la Ministre. Pour mémoire, ce nouveau contrat modifie celui en vigueur depuis 1957 en édictant de nouvelles règles dans 3 domaines. Les premières sont applicables à l'ensemble des contrats d'édition, qui doivent désormais également couvrir l'édition numérique des ouvrages. Est également précisée l'obligation de reddition des comptes qui pèsent sur l'éditeur, comme la possibilité pour les parties de mettre fin au contrat pour défaut d'activité économique. Une deuxième série de règles concerne l'exploitation imprimée et traite de l'exploitation permanente de la diffusion commerciale et des procédures de résiliation. Enfin, de nouvelles règles ont été fixées pour l'exploitation numérique, notamment pour ce qui concerne les modalités de rémunération des auteurs. Certes, souvenez-vous, Madame la Ministre, le choix de légiférer par ordonnance était loin de recueillir notre approbation. Toutefois, l'urgence qui existait à mettre en œuvre rapidement le nouveau contrat d'édition, à la demande notamment des auteurs les plus précaires, et l'absence d'un véhicule législatif adapté dans des délais raisonnables ont conduit nos différents groupes à voter en faveur de la proposition de loi ainsi modifiée. C'est alors qu'est apparu dans un calendrier quelque peu précipité la nécessité de transmettre le texte à la Commission européenne dans le cadre de la procédure d'information s'agissant des normes et réglementations techniques et règles relatives au service de la société de l'information. Il a été procédé à cette notification quelques jours après l'adoption du texte par notre Assemblée. Courait dès lors un délai de 3 mois avant l'adoption définitive de la proposition de loi, délai pouvant être prolongé jusqu'à 3 mois supplémentaires si était émis un avis circonstancié par la Commission ou un État membre au terme du premier délai. Le non-respect de ce statu quo aurait entraîné, en application de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'inapplicabilité de la mesure. En conséquence, et dès lors
que l'Assemblée nationale ne renonçait pas à décaler la date d'examen de la proposition de loi en seconde lecture prévue le 20 février dernier, celui-ci ne pouvait aboutir à un vote conforme de la version transmise par le Sénat, malgré la position prise en ce sens par sa commission des affaires culturelles. Pour sortir de cette ornière, vous avez donc, Madame la Ministre, soumis à nos collègues députés un amendement de suppression du délai de 3 mois introduit au Sénat à l'initiative de notre collègue Jacques Legendre. Cette suppression, outre qu'elle ne dénature en rien le dispositif, tient compte du fait que les procédures européennes imposent d'ores et déjà un tel délai avant que ce texte ne soit définitivement adopté, délai que les opérateurs sont invités à utiliser pour réaliser les adaptations techniques nécessaires. Surtout, cet amendement de suppression voté par l'Assemblée nationale présentait l'avantage de maintenir le texte en navette, conformément aux exigences de la procédure engagée auprès de la Commission européenne. C'est de ce texte ainsi modifié que nous sommes saisis aujourd'hui. Dans le cadre de la procédure de notification européenne, 2 avis circonstanciés relatifs à la présente proposition de loi ont été transmis à la France, entraînant immédiatement la prolongation du délai légal de statu quo jusqu'au 19 mai. Le premier avis émane de la Commission européenne et porte sur 4 points. Elle estime tout d'abord que le dispositif prévu pourrait restreindre la liberté de fournir des services pour les détaillants de livres en ligne établis dans d'autres États membres. Elle émet également des doutes quant à la pertinence des mesures envisagées au regard de l'objectif visé. Elle s'interroge en outre sur les risques que pourraient faire porter les contraintes appliquées aux détaillants en ligne sur les libraires qui souhaiteraient se positionner sur le marché du livre sans disposer de l'assise économique des plateformes existantes. Enfin, elle reproche aux autorités françaises de ne pas lui avoir fourni suffisamment d'éléments pour juger de la proportionnalité du dispositif. Le second avis circonstancié provient de l'Autriche, qui oppose que pour les bibliothèques scientifiques qui commandent des monographies en nombre, il découlerait de la mesure française un enchérissement notoire des commandes de livres qui les pénaliserait sensiblement. Parallèlement, se sont ouvertes entre la Commission européenne et le Secrétariat général des affaires européennes de délicates négociations en vue d'adapter la mesure aux remarques émises. Il en ressort que si les autorités européennes semblent prêtes à se laisser convaincre par le dispositif de la proposition de loi, cette acceptation ne pourra se faire qu'au prix d'une renonciation préalable de la France à la mesure consistant à interdire la gratuité des frais de port, que la Commission semble estimer disproportionnée. À défaut, la France se trouverait sous la menace d'un contentieux et partant d'une condamnation. Je l'ai réaffirmé devant la Commission lors de l'examen du texte la semaine passée. Je vous le redis ce matin, en tant que rapporteur, je ne puis souscrire à un tel chantage. Les libraires, malmenés par la crise économique et par la concurrence déloyale des plateformes de vente en ligne, attendent le vote de ce texte depuis de nombreux mois. Nous ne pouvons les décevoir en abandonnant un élément majeur du dispositif que nous avons voté le 8 janvier dernier dans une belle unanimité. Ce texte constitue en effet un élément fort du soutien public aux librairies dont vous n'ignorez rien, mes chers collègues, des difficultés. Le marché du livre, après avoir longtemps et mieux que d'autres industries culturelles résisté à la crise, subit désormais une baisse de ses ventes, aggravée par la concurrence déloyale que représente le véritable dumping auquel se livrent quelques grandes enseignes, pour ne pas dire une société ultra-dominante de commerce électronique de livres. Cette situation, comme le fait que la proposition de loi qui nous est soumise ce matin représente le fruit d'une construction partagée des 2 chambres, majorité et opposition confondues. Je vous rappelle que l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la version sénatoriale du dispositif, ont conduit la Commission de la Culture à se prononcer en faveur d'un vote conforme. Elle fut également sensible au fait que les textes que nous avons adoptés en matière de taxes sur la valeur ajoutée sur le livre et récemment sur la presse en ligne allaient également à l'encontre des incantations de la Commission, sans que la France n'ait été à ce jour condamnée. Enfin, comment les autorités européennes pourraient-elles justifier un contentieux contre le dispositif français qui protège les libraires sans excès manifeste
contre les détaillants en ligne, alors qu'elle demeure impuissante face aux stratégies d'optimisation fiscale développées par les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. Au-delà de la question fiscale, le résultat des dernières élections européennes dans notre pays comme ailleurs plaide pour une plus grande fermeté des politiques nationales à l'encontre d'une vision par trop libérale des règles de concurrence défendues par la Commission européenne au détriment trop souvent de nos industries culturelles. Mes chers collègues, la Commission de la Culture s'est unanimement prononcée en faveur de ce texte dans sa version transmise par l'Assemblée nationale. Je vous propose donc de confirmer cette position en adoptant la présente proposition de loi sans modification. Ainsi, nous parviendrons au terme d'un marathon législatif riche en péripéties. Durant ces 6 mois, parallèlement à la présente initiative parlementaire, la politique du livre a été consolidée. La création d'un médiateur du livre, autorité indépendante chargée de concilier les litiges relatifs au prix du livre papier et numérique, répond à une forte attente des acteurs du secteur. En outre, plusieurs collectivités territoriales, soucieuses de conserver leurs libraires et librairies, ont pris des initiatives afin de les soutenir. À cet égard, et en tant que sénatrice de Paris, je salue les dispositions adoptées par le Conseil de Paris le 17 juin dernier visant à faciliter l'accès pour les libraires indépendants aux appels d'offres de la ville relatifs aux manuels scolaires et aux livres jeunesse. Pour conclure, je me dois de rappeler à ceux qui se méprendraient sur le sens de notre initiative que la politique du prix du livre, dans sa genèse, son histoire et sa dynamique, n'était pas mue par l'unique souci de satisfaire les libraires, mais par la volonté de consolider l'ensemble du marché du livre. Dans ce domaine, la concurrence par le prix aboutirait en effet en peu de temps à un appauvrissement de l'offre qui ne serait rien d'autre qu'un appauvrissement de la pensée. Quand il s'agit de culture, la concurrence par le prix constitue une vraie mauvaise idée. La proposition de loi s'inscrit donc dans cette conviction et cet objectif, donner le cadre réglementaire permettant au secteur du livre, qu'il s'agisse des librairies physiques ou des pure players, des grands éditeurs ou des plus confidentiels, des jeunes auteurs aux auteurs confirmés, de continuer à nous étonner. L'unanimité, mes chers collègues, que je vous demande sur l'adoption du texte sans modification viendra renforcer notre position. Je vous en remercie. Merci Madame la rapporteure. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean-Jacques Pignard pour le groupe UDI-UC. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Madame la Présidente de la Commission, nous voici donc, comme vous l'avez rappelé, parvenus au terme d'un long processus législatif qui, sans surprise, aboutira au vote unanime de cette proposition de loi, originellement réduite à un article et enrichie ensuite d'un second. C'est vrai qu'en commission, certains ont pu s'interroger sur la cohérence de cet ensemble. Et pourtant, le livre est un tout. Il y a celui qui l'écrit, il y a celui qui le produit, il y a celui qui le vend, il y a celui qui le lit. Et ce tout doit s'adapter à la révolution numérique qui renvoie dans un passé mythique la plume d'oie, le marbre de l'imprimeur ou l'étal du bouquiniste. Alors si on jouait petit bras, on dirait que, en rajoutant cet article 2, le gouvernement utilise le seul véhicule législatif dont il avait à sa disposition pour aller vite, mais si on la joue grand seigneur, on estimera avec Hegel qu'il s'agit d'une ruse de la raison. S'il peut donc être rationnel de lier dans cette proposition de loi à la fois la librairie en ligne et le contrat d'édition, on peut aussi peut-être s'interroger sur le fait que les réponses apportées à une première vue sont contradictoires. L'article 1er tend plutôt à restreindre la vente en ligne au profit de la vente physique, tandis que l'article 2, en adaptant le contrat d'édition à l'ère numérique, tend plutôt à favoriser la dématérialisation des textes, ce qui ne pourrait que déprimer la vente physique des livres.
Mais en réalité, je crois, Madame la Ministre, vous l'avez souligné, au-delà de ces contradictions apparentes, il y a quelque chose de plus unificateur, qui politique, notre volonté de défendre, à travers cette proposition de loi très technique, une sorte d'exception française qui respecte, c'est l'article 1, le maillage de tous ces libraires physiques sur le territoire, et puis l'article 2 sur la réalité aussi de se défendre au plan européen la spécificité de notre culture. Je ne reviendrai évidemment pas, au risque d'être redondant, sur l'article 1, vous l'avez tous rappelé, Madame le rapporteur vient de le faire. Cela aboutit effectivement non pas à stigmatiser les uns par rapport aux autres, mais à rétablir des règles de bonne concurrence et concrètement à supprimer le droit d'offrir une réduction de 5% du prix des livres vendus pour les opérateurs en ligne. Cet aménagement de la loi Lang aura cependant, de l'aveu même de Madame le rapporteur, dont on salue le travail, un effet modique. Sera-t-il durable? La question vient d'être évoquée, compte tenu de l'environnement européen dans lequel il s'inscrit. Comme cela a été rappelé, la Commission a émis de substantiels doutes à l'endroit du dispositif. Il restreindrait la liberté de fournir des services pour les détaillants de livres en ligne d'autres États membres. Il ne permettrait pas de remplir l'objectif poursuivi. Il handicaperait les libraires physiques souhaitant se positionner sur le marché du livre en ligne. Il serait disproportionné. Madame la ministre, Madame le rapporteur viennent de nous apporter des propos plus rassurants et même l'hypothèse que la France soit condamnée existe malgré tout, mais dans un esprit de fronde bien hexagonal, nous soutiendrons cette proposition de loi en l'état. Et puis, en amont de la vente en ligne, il y a bien sûr le contrat d'édition et donc l'article 2 qui habilite le gouvernement à modifier par ordonnance le Code de la propriété intellectuelle le régissant. Il s'agit véritablement de faire entrer le contrat d'édition dans l'ère numérique. Pour ce faire, donc, les ordonnances sanctionneront sur le plan législatif l'accord cadre conclu après 3 ans de négociations entre auteurs et éditeurs le 21 mars 2013. Sur le fond, nous ne pouvons, ici au groupe centriste, que soutenir ce dispositif qui accueille l'édition numérique dans le cadre légal du contrat d'édition, qui n'en fait pas aujourd'hui mention, qui sanctionne le principe de l'unicité du contrat d'édition tout en exigeant une partie distincte pour le numérique, ce qui était une exigence forte des auteurs, qui énonce les obligations de l'éditeur en contrepartie de la cession des droits numériques. Nous soutenons aussi les autres dispositions de l'accord sur l'exploitation imprimée ou mixte qui, là encore, clarifie et renforce les obligations de l'éditeur vis-à-vis de l'auteur. Quant à la forme, les ordonnances, on vient de l'évoquer, ce n'est pas évidemment un sujet qui passionne les parlementaires, puisque ça l'est fait de leur droit, mais nous considérons aussi que l'urgence nécessitait ce processus. Ceci dit, et je terminerai par là, la mise en perspective de ce texte impose d'en relativiser l'importance. Ce que connaît aujourd'hui le livre, tous les secteurs économiques le vivent également. Face à la révolution numérique, tout se joue à l'échelon européen. C'est ce constat que très bien fait notre collègue Catherine Morin-Desailly dans son rapport du 20 mars 2013, l'Union européenne, colonie du monde numérique, fait au nom de la Commission des affaires européennes du Sénat. Par son caractère transversal, le numérique défie la vieille Europe. Il renverse les modèles d'affaires, il se joue de l'impôt, il bouscule les règles de droit. Cet espace transfrontière est dominé par une poignée d'acteurs privés non européens qui deviennent les rivaux des États. Or, notre pays et l'Europe demeurent sur la défensive en matière numérique. Aujourd'hui, par le biais de son agenda numérique, l'Union tente de dégager le surplus de croissance que laisse espérer le numérique pour l'économie européenne, mais cette approche par les usages manque d'envergure politique. Qui se soucie de savoir si l'Union européenne sera consommatrice ou productrice sur le marché unique européen, marché unique numérique? Qui s'inquiète de la perte de souveraineté de l'Union européenne sur ces données? Qui se soucie de préserver la diversité de la culture européenne en ligne? Bref, il faut que nous prenions tous en compte cet enjeu de civilisation. Une prise de conscience
qui s'impose à l'échelon européen, car c'est le seul échelon où on peut trouver une masse critique pour peser dans le cyberespace. Le Conseil européen d'octobre dernier s'est timidement emparé de cette problématique, mais sans doute faut-il être plus offensif. Il est temps que l'Union dope une politique industrielle et de la recherche adaptée à l'économie des données et de la cybersurveillance, en particulier pour mettre en œuvre des plateformes adaptées à ces exigences culturelles. Il est temps d'adopter une régulation offensive du numérique, garantissant le respect de nos valeurs. Il faut enfin qu'au lendemain du Net mondial qui s'est déroulé à Sao Paulo, l'Europe se préoccupe de la gouvernance mondiale du numérique et prépare l'Internet du futur. Notre groupe est à la pointe de ce combat qui, en particulier, concerne le livre aujourd'hui. Ainsi, lors de l'examen de la loi du 1er mars 2012 sur la numérisation des œuvres indisponibles du XXe siècle, nous avions déposé des amendements visant à aligner la TVA des livres numériques sur celle des livres papier. C'était un geste, mais la décision ne se prenait pas ici. Alors, Madame la Ministre, vous l'avez rappelé, vous savez que ces enjeux européens sont décisifs pour notre culture et pour le livre en particulier, et nous vous soutiendrons lorsque vous ferez entendre cette voix dans l'Union européenne. En tout cas, aujourd'hui, le groupe centriste votera bien évidemment cette proposition de loi en l'état. Merci, monsieur le sénateur. Pour le groupe CRC, la parole est à madame Brigitte Gonthier-Maurin. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, la loi sur le prix unique du livre du 10 août 1981 a permis à notre pays de maintenir un réseau dense de librairies sur tout le territoire et d'assurer la diversité de la création littéraire. Elle a permis de protéger les librairies indépendantes menacées par la concurrence des grandes surfaces qui vendent des livres à moindre coût. Reposant sur l'idée juste que la concurrence par les prix déboucherait sur un amoindrissement de l'offre culturelle, cette loi a créé le principe d'un prix unique fixé par l'éditeur et s'imposant à tous les détaillants. Le maximum de rabais autorisé sur les livres est ainsi fixé à 5% du prix déterminé par l'éditeur. Cette proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat et l'Assemblée nationale tend à préserver la loi sur le prix unique du livre en l'adaptant à la vente de livres en ligne qui se développe, comme on le sait, très rapidement. Or, le prix unique du livre est aujourd'hui contourné et remis en cause par les pratiques commerciales des grandes multinationales d'e-commerce, pratiques qui relèvent d'une concurrence déloyale. Ces grands groupes, dont le plus emblématique est Amazon, offrent en effet les frais de port et accordent en plus 5% de réduction sur le prix des livres, relançant une concurrence par les prix. Cette proposition de loi interdit donc l'application de la remise commerciale de 5% pour les livres commandés en ligne et livrés à domicile, ainsi que la gratuité des frais de port. Nous l'avons soutenu d'emblée et nous allons continuer à le faire avec vous, car ce qui est en jeu, c'est la préservation de l'exception et de la diversité culturelle. Ce texte protège la culture, limite les effets pervers provoqués par les pratiques de vente en ligne de livres, contribuant à la pérennité du réseau de librairies indépendantes sur notre territoire, déjà tellement fragilisé, cela a été dit, et par là même donc la diversité éditoriale. S'agissant de l'amendement présenté par le gouvernement en première lecture, qui autorise à modifier par ordonnance des dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition, telles que prévues par l'accord cadre sur le contrat d'édition du 21 mars 2013, je ne peux redire comme en première lecture que nous ne partageons pas cette manière de procéder. La voie de l'ordonnance est une procédure qui tente à déposséder le Parlement de ses droits et amoindrit donc la démocratie. Pour autant, nous voterons cette proposition de loi. Enfin, nous saluons l'attitude de fermeté de notre rapporteur et de la Commission qui a adopté une position unanime, refusant de céder aux menaces de la Commission européenne. Cette dernière estime que l'interdiction de la gratuité des frais de port portée par cette proposition de loi serait disproportionnée
et menace la France de contentieux avec un risque de condamnation. Ne nous laissons pas impressionner et félicitons-nous au contraire que la France soit porteuse d'une décision courageuse et agisse au niveau européen pour maintenir et défendre le principe d'exception culturelle. Elle l'a déjà fait sur la TVA sur le livre et la presse en ligne, malgré les oppositions de Bruxelles, ce qui a permis a posteriori de faire évoluer l'attitude de la Commission, puisqu'aucune condamnation n'a été prise. En parlant du livre et de l'Europe, je voudrais conclure mon intervention en rappelant la nécessité d'une grande réforme fiscale, car les entreprises dont nous parlons, les pure payers, établies dans des paradis fiscaux, ne s'acquittent ni du paiement de la TVA, ni ne sont soumis au même taux d'imposition sur les bénéfices qu'en France. Selon la Fédération française des télécommunications, Google, Amazon, Facebook et Apple dégageraient environ 2,2 à 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, mais ne verseraient chacune et en moyenne que 4 millions d'euros par an au titre de l'impôt sur les sociétés. Il est donc urgent d'avancer en ce sens et j'appelle le gouvernement à œuvrer pour qu'enfin l'Europe se saisisse de cette question du dumping social, pour que ces entreprises ne puissent plus poursuivre leur stratégie d'accroissement des profits au mépris du droit, de la fiscalité et bien sûr de la culture. Je vous remercie, mais puisque j'ai quelques minutes de mon temps, je voudrais, parce que avant le renouvellement, c'est sans doute le dernier moment où la Commission des affaires culturelles a à intervenir en séance publique. Donc je voudrais adresser tous mes remerciements à Madame la Présidente de la Commission pour la manière dont elle a conduit nos travaux et je veux lui adresser toutes mes amitiés. Merci, Madame la sénatrice. Monsieur Fortassin s'étant absenté quelques minutes, je vous propose, si vous en êtes d'accord, Madame Bouchoux, de vous donner la parole pour le groupe écologique. Ne courez pas, ne courez pas. Madame la Présidente de Commission, Madame la Ministre, chers collègues, le débat qui nous réunit aujourd'hui est un petit peu une exception dans ce que nous connaissons dans cette Haute Assemblée, c'est-à-dire partir d'une proposition de loi UMP, un dialogue fructueux et riche avec l'exécutif, la main à la pâte mise de façon extrêmement habile par la rapporteure du texte. Et finalement, nous avons réussi à montrer que lorsque les intérêts de tous tendent vers l'intérêt général, nous pouvons avancer sur des questions aussi importantes que la question de la culture et la place des libraires et des librairies. La question qui nous était posée à travers cette PPL était simple. Voulons-nous la fin des vraies librairies avec des vrais êtres humains ou voulons-nous uniquement vivre dans le modèle virtuel d'une économie avec un modèle qui se développe où nous savons bien que l'entreprise qui a développé ce modèle ne vise pas uniquement le produit livre. En réalité, le produit livre est un produit d'appel pour une nouvelle économie où les contenants et les modes d'acheminement ont en réalité et hélas beaucoup plus de place que le contenu, à savoir l'objet livre. Compte tenu des enjeux qui ont été fort pertinemment décrits, évidemment, nous soutenons cette PPL que nous voterons avec enthousiasme, même si nous devons ajouter que, selon nous, les libraires doivent encore travailler, et ils le savent, à inventer l'évolution de leur métier. Ils doivent aussi veiller à être réactifs concernant le mode d'achat en ligne. Ça n'est pas une mode, ça n'est pas une lubie, c'est une évolution très profonde des pratiques. Et s'il n'y a pas une riposte extrêmement structurée de la profession des libraires, inventive et on va dire résolue, notre PPL, aussi pertinente qu'elle soit, ne sera qu'une rustine sur une jambe de bois. Deuxième point, je ne l'évoque pas plus longuement, il y avait la question des droits sur le numérique. Même si nous ne sommes pas évidemment fanatiques de nous retirer le travail qui est le nôtre de faire les lois, la méthode, dans le cas d'espèce de l'ordonnance, était une bonne solution pour résoudre un vrai problème qui était encore en suspens.
Finalement, lorsque l'on regarde ce texte, même si nous entendons les alertes au plan européen, je pense que nous devons rappeler qu'il est question de culture et que dans ce cas d'espèce, la victoire du marché, puisqu'à l'origine l'Europe était un grand marché, dans le cas de la culture, l'optique uniquement business, l'optique uniquement profit, l'optique uniquement marché n'est pas une optique pertinente. Et on pourrait même aller plus loin que de dire que dans le cas d'espèce, les libraires allemands ont justement l'impression que le modèle de l'entreprise qui nous préoccupe est un modèle éminemment cannibale, est un modèle éminemment anticoncurrentiel et que peut-être par une ironie de l'histoire, dans un deuxième temps, ce sont peut-être ceux qui critiquent aujourd'hui cette PPL qui invoqueront des principes de respect de la concurrence et qui peut-être se rallieront à notre point de vue. Dernier point, on ne peut pas parler de libraires, de vraies librairies sans parler de vrais livres. Donc je vais recommander à tous un ouvrage qui est vendu par le service public via la documentation française, que je recommande à tous et à chacun. Ça s'appelle « Vers la fin des librairies ». C'est écrit par Vincent Chabot, un sociologue qui a le mérite de porter ce sujet de façon extrêmement claire et pédagogique et qui montre, je ne sais pas si c'était son propos, mais en tout cas son travail académique le montre bien, que la PPL d'aujourd'hui, à défaut d'être une solution durable aux problèmes qui nous préoccupent, est une solution nécessaire à court terme, le temps de réinventer un nouveau modèle. Et je dirais que la chose qui me préoccupe aujourd'hui, c'est aussi la question de la méthode. Et je ne vais pas abuser de mon temps de parole, mais si nous avions pu trouver pour la question de l'intermittence autant du consensus et d'habileté dans la discussion de tous les partenaires que ce qui a été le cas pour les libraires et les librairies, eh bien peut-être la situation ne serait pas aussi périlleuse aujourd'hui. Mais en tout cas, vous dire, Madame la Ministre, toute notre confiance et tout notre soutien pour ce dossier difficile et nous aimerions qu'il trouve une fin aussi satisfaisante que pour la question qui nous occupe aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la sénatrice. Je vais donc donner la parole à Monsieur François Fortassin pour le groupe RDSE. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, il y a des sujets autour desquels l'ensemble des forces politiques, quelle que soit leur sensibilité, savent se rassembler et c'est très heureux. C'est souvent le cas de la culture et c'est plus particulièrement le cas aujourd'hui de l'avenir du secteur de livres et des librairies sur lequel cette proposition de loi nous invite à nous pencher. S'il faut défendre ce secteur, on doit tenir tête à la Commission européenne qui voudrait uniformiser notre façon de voir le monde. Nous le ferons avec unité et conviction. La culture occupe de tout temps une place privilégiée dans notre pays et dans nos politiques publiques, et cela à juste titre. L'harmonisation européenne, si elle est souhaitable dans de nombreux domaines, ne peut en aucun cas se faire par le bas. Et la préservation de la diversité culturelle, qui est au fondement même de l'Europe, est un combat pour lequel la France, fort heureusement, n'a jamais faibli. Nous avons d'autres alliés, comme l'Allemagne, qui a récemment soutenu notre position sur le taux de TVA réduit sur le livre numérique. Nous avons également réussi avec nos partenaires à imposer l'exception culturelle dans les négociations entre l'Union européenne et les États-Unis sur l'accord de libre-échange. Mais il est sans cesse nécessaire de rappeler haut et fort l'importance de ces principes à Bruxelles. Aujourd'hui, nous cherchons une réponse aux pratiques proches de la concurrence déloyale et qui relèvent en tout état de cause d'un contournement de notre droit et notamment de l'esprit de la loi de 1981 sur le prix unique du livre par certains acteurs de la vente en ligne. Ces pratiques fragilisent la situation déjà très délicate du nombre de nos librairies indépendantes. La proposition de loi que nous examinons en deuxième lecture, déposée à l'Assemblée nationale par nos collègues du groupe de l'UMP, puis modifiée dans un premier temps par le gouvernement et ensuite par Madame le rapporteur, a été chaque fois adoptée à l'unanimité et je m'en réjouis. Les modifications qui sont intervenues au cours de son examen visent à préciser, à sécuriser, à compléter l'article 1er
Ainsi, une disposition s'attaquait dès l'origine à la gratuité des frais de livraison pratiqués par certains grands acteurs de la vente en ligne de livres. Nous sommes passés à un texte supprimant l'avantage qui consiste à appliquer systématiquement la remise légale de 5% sur le prix du livre. Grâce à Madame le rapporteur, nous examinons aujourd'hui un texte qui interdit aux acteurs de la vente en ligne d'appliquer simultanément ces deux avantages qui, associés à la situation déjà déséquilibrée de ce marché, confère une position plus que dominante dans un site Internet. Il est inutile de le citer puisque tout le monde le connaît. Car je parle des grands acteurs de la vente en ligne de livres, mais nous le savons tous, il y a avant tout un acteur qui détient 70% des parts de ce marché. Ce grand groupe américain, dont les visées ne sont nullement philanthropiques, a décidé d'utiliser, ou plutôt de contourner notre législation pour en tirer un avantage commercial incontestable. Mais faut-il rappeler que ce géant du numérique, comme la plupart des autres groupes de ce secteur, utilise sciemment l'ensemble des règles nationales et internationales, notamment en matière fiscale, à des fins d'optimisation, le beau mot. Car la frontière entre l'optimisation et la fraude est souvent très poreuse. Et en ma qualité de membre de la Commission des finances, nous avons à traiter souvent de ces problèmes. Ce comportement choque à juste titre, mais ne tombons pas pour autant dans un excès de stigmatisation qui consiste à voir tous les grands groupes de l'économie numérique comme une menace. L'un des principaux enjeux de ces prochaines années sera l'adaptation de notre fiscalité numérique, mais cela est un autre débat. Le numérique est aussi avant tout une chance, y compris en matière de démocratisation culturelle. Il permet de démultiplier l'accès à la culture. Les sites de vente en ligne de livres sont parfois le seul moyen pour certains de nos concitoyens d'avoir accès à certains ouvrages. Nos collègues qui représentent les Français de l'étranger l'ont rappelé en première lecture. Mais cela aussi est vrai pour d'autres catégories de population. Par exemple, les populations isolées des zones rurales ou pour les personnes qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent se déplacer. Pouvoir commander sur Internet une multitude de références et les recevoir à domicile est un véritable progrès. Pour autant, et c'est là tout l'intérêt de cette proposition de loi, il est vrai que les grands acteurs du numérique associent souvent les pratiques commerciales agressives et une utilisation contestable de la législation, afin de s'arroger à terme une position dominante, pour ne pas dire monopolistique, au détriment de tous. Les membres de mon groupe du RDSE sont extrêmement attachés à la préservation d'un réseau dense de librairies sur l'ensemble du territoire, qui est l'une des richesses de notre pays. Aujourd'hui, les libraires sont démunis face aux pratiques de ces acteurs de la vente en ligne qui peuvent se permettre de vendre des livres à perte en se rattrapant, si on peut dire, sur d'autres secteurs. Ils ne peuvent pas jouer à armes égales avec les plateformes capables de proposer des millions de références immédiatement disponibles avec une remise systématique de 5% et la gratuité des frais de port. Cette proposition de loi apporte une réponse certes insuffisante et peut-être incomplète aux difficultés des librairies indépendantes, mais elle constitue avant tout un signal fort en direction de ces géants du numérique sans foi ni loi pour qu'ils cessent de contourner impunément notre législation dans le seul but de maximiser leurs profits. C'est pourquoi, convaincu que les institutions européennes ne pourront que nous donner raison, l'ensemble des membres de mon groupe soutiendra sans hésitation cette proposition de loi. Et comme ma collègue a cité un ouvrage, moi je vous recommande, mais c'est un peu provocateur, je le reconnais, cet excellent ouvrage qui s'appelle « Recouvrez-le de lumière » et qui a été écrit par un torero. Merci, monsieur le sénateur. La parole est à madame Colette Mélot pour le groupe UMP. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, cette proposition de loi, issue du groupe UMP de l'Assemblée nationale, vise à compléter la loi du 10 août 1981
qui a permis la mise en place du prix unique du livre, loi adaptée au livre numérique en 2011. Cette loi a été d'une grande utilité pour assurer la protection de l'industrie du livre, secteur fragile dont la pérennité dépend du régime concurrentiel qui lui est imposé. En 1981, le risque provenait des livres à rotation rapide, ou best-sellers, sur lesquels les grandes surfaces autorisaient à pratiquer des rabais substantiels, nuisant ainsi aux livres à rotation lente, qui avaient besoin de plus de temps pour trouver leur public, ainsi qu'aux librairies qui ne pouvaient assurer des rabais équivalents. L'intervention du législateur se justifiait donc par une menace lourde qui pesait sur l'équilibre économique de ce secteur d'activité. L'enjeu était aussi bien économique que culturel, puisque le prix unique permettait de maintenir la diversité et la richesse du paysage littéraire. Plus de 30 ans après l'entrée en vigueur de ces dispositions législatives, l'industrie du livre est toujours un secteur fragile, mais le bilan est tout de même très positif. Le prix unique a permis au réseau des librairies de se maintenir et de se moderniser. Sur environ 25 000 points de vente du livre, on dénombre 3 000 librairies indépendantes. Ce réseau constitue l'essentiel de la création littéraire française et permet aux éditeurs de maintenir des œuvres durant de nombreuses années dans leur catalogue. Le marché du livre fait ainsi partie des plus stables de tous les secteurs culturels, avec une importante assise éditoriale. Environ 600 000 titres sont disponibles et près de 60 000 titres paraissent chaque année. Ainsi, la loi de 1981, qui constituait une dérogation aux règles habituelles de la concurrence, a en réalité permis de préserver celle-ci en garantissant une grande diversité d'acteurs, tant au niveau de l'édition que de la commercialisation. Si la loi Lang affiche un bilan positif, elle ne pouvait prévoir le développement d'un nouveau mode de commercialisation avec le développement d'Internet et de la vente à distance. Le développement du numérique représente autant une opportunité qu'un danger pour le secteur du livre. En tant que support de la vente à distance, Internet garantit une large distribution du livre. La recherche, l'achat à bas prix et la livraison en peu de jours assurent un soutien précieux à ce secteur. Cependant, la vente en ligne est un marché dominé par un nombre d'acteurs très restreint, dont Amazon est le plus important, puisqu'il en détient 70% des parts. Cette situation s'explique par les offres très avantageuses proposées par ce site, qui cumule les 5% de réduction sur les ouvrages autorisés par la loi de 1981, avec la possibilité d'une livraison gratuite. Par ailleurs, Amazon a mis en place une stratégie d'optimisation fiscale grâce à une installation au Luxembourg, qui lui permet de réduire au maximum l'imposition sur ses bénéfices français. Les librairies indépendantes françaises, quant à elles, doivent supporter les charges de personnel, les charges de loyer, les charges fiscales et l'augmentation des frais de transport. L'industrie du livre se retrouve donc face au même risque qu'en 1981. Un risque économique d'une part, avec la suprématie d'un seul acteur sur le marché, un risque culturel d'autre part, avec une production éditoriale qui pourrait dépendre un jour d'un acteur en mesure d'imposer ses conditions. Il s'agit bien ici d'un enjeu à l'échelle nationale, pour lequel le législateur a un rôle important à jouer. Je salue d'ailleurs l'unanimité qui nous réunit autour de cette proposition de loi, ainsi que l'ambiance de travail constructive qui a permis d'améliorer le texte. Celui-ci rend désormais impossible la gratuité des frais de port. Toute commande de livre réalisée en ligne devra obligatoirement faire l'objet d'une facturation du service de livraison à domicile. Certes, cette interdiction de gratuité de livraison a surtout une portée symbolique. En effet, le but est principalement d'éviter le message de la gratuité dont se prévaut aujourd'hui Amazon, mais le coût de livraison qu'il devra mentionner après l'adoption de la loi sera nécessairement très restreint et le consommateur aura toujours tendance à s'orienter vers la vente en ligne. Nos librairies auront besoin de témoignages de soutien supplémentaires de la part des pouvoirs publics. Il est notamment regrettable qu'au niveau européen, aucune stratégie n'ait pu être adoptée face à la politique d'optimisation fiscale d'Amazon et autres plateformes. Cette situation doit nous conforter
dans l'esprit de résistance mentionné par notre rapporteur, dont je tiens à saluer l'engagement sur ce texte. Le problème de la position de la Commission européenne est nouveau. Nous ne l'avions pas évoqué en première lecture, car le gouvernement avait en effet omis de nous informer de l'obligation de soumettre le texte à l'avis de la Commission européenne, comme toute réglementation technique relative au service de la société de l'information. C'est d'ailleurs en l'absence de cette précision que le Sénat avait adopté l'un de nos amendements présentés par le président Jacques Legendre, qui fixait un délai de 3 mois pour l'application de la proposition de loi. Ce délai est devenu inutile du fait de la procédure engagée devant la Commission. La réponse de la Commission européenne à la notification montre malheureusement sa défiance envers le dispositif que nous nous apprêtons à voter. En effet, la Commission exige maintenant une renégociation préalable à l'adoption du texte, car elle estime que la mise en place de notre dispositif serait disproportionnée au regard de l'objectif visé et risquerait de restreindre la liberté des détaillants de livres de fournir à leur tour des services en ligne. Sur la forme, il est certainement regrettable que le gouvernement ait tant tardé à s'enquérir de l'avis de la Commission européenne, ce qui nous obligerait à faire courir de nouveaux délais si nous respections les préconisations de la Commission. Sur le fond, ces préconisations vont à l'encontre des intérêts que nous défendons, puisque le respect de la procédure souhaitée par la Commission entraînerait un retard dans l'application d'une mesure de soutien économique au secteur du livre, voire son annulation. Or, cette mesure est sollicitée par nos libraires qui subissent actuellement une concurrence qu'il faut bien reconnaître comme déloyale. Notre groupe s'associera donc au message de fermeté de notre rapporteur. Je pense que nous ne devons pas passer à côté de l'occasion de rééquilibrer, autant que faire se peut, les rapports entre détaillants de livres et plateformes en ligne. En l'occurrence, je pense que la France doit jouer à nouveau un rôle moteur pour répondre aux nouveaux enjeux rencontrés par le secteur du livre, comme elle a pu le faire en adoptant en 1981 le prix unique du livre. À sa suite, 11 pays de l'Union européenne ont mis en place un système identique. Certes, nous regrettons, à l'occasion de l'examen de ce texte, que le gouvernement ait été conduit à introduire un cavalier sur les contrats d'édition, qu'il complétera par voie d'ordonnance, mais il faut pourtant admettre que l'urgence nécessitait ce processus. Et cela ne nous détournera pas de l'objectif que le groupe UMP s'était fixé par le dépôt de cette proposition de loi. Nous adopterons donc sans aucune hésitation sa version modifiée et nous nous réjouissons qu'elle rencontre de nouveau l'unanimité sur tous nos bancs. Je vous remercie. Merci Madame la sénatrice. Dernier orateur inscrit pour le groupe socialiste, Monsieur Vincent Eblé. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, soucieux de permettre aux libraires de faire face à la concurrence des plateformes en ligne et de maintenir un réseau dense et diversifié de librairies de qualité, à l'instar de nos prédécesseurs qui ont voté en 81 la célèbre loi Lang, nous abordons ce matin la seconde lecture du projet de loi tendant à encadrer la vente à distance des livres et habilitant également le gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux contrats d'édition. Lors de mon propos en première lecture, je vous indiquais les souffrances du réseau des 3000 libraires indépendants de notre pays et les difficultés auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui, à savoir la concurrence déloyale en effet dont ils souffrent puisqu'ils payent leurs impôts en France, contrairement à une certaine plateforme logistique de vente de livres en ligne qui ne paye pas d'impôts à la hauteur de son activité tout au moins. Cette plateforme logistique ne paye pas non plus de taxes sur les surfaces commerciales puisqu'elle n'en est pas une. Elle ne subit pas non plus les contraintes financières liées à l'augmentation des loyers dans les cœurs de ville et elle bénéficie même de subventions pour s'installer. Difficulté des libraires également en raison de l'impossibilité de systématiser la ristourne de 5% puisque leur marge n'est que de 0,6%.
Problème de trésorerie avec l'exigence d'avoir un stock important pour vendre et répondre à la demande client, stock si coûteux en trésorerie. Enfin, difficulté de cession d'un fonds de commerce de librairie dans le morose contexte actuel. Sur l'éventualité de développer une activité de vente en ligne, l'échec de 1001librairies.com a révélé que seules les grosses librairies ont à ce jour les moyens d'investir sur ce secteur de marché et que dans tous les cas, ces ventes ne sont pas rentables et guère concurrentielles. En effet, comment lutter face aux géants de l'Internet qui superposent les frais de port gratuits, la ristourne des 5% et la capacité à livrer en 48 heures maxi au domicile du client à partir d'un catalogue immense, alors que dans le même temps, les libraires peinent à se procurer des ouvrages en 3 jours. Face à ces constats, nos libraires n'étant pas des champions internationaux de la logistique, notre intervention était devenue nécessaire. Cette proposition de loi se situe dans un tel contexte et nous mesurons qu'elle ne peut, à elle seule, bien sûr, être une solution. Elle s'inscrit dans une action plus globale. Le gouvernement, vous-même, Madame la ministre de la Culture, agissez sur ce dossier depuis longtemps déjà pour apporter des solutions aux libraires et tenter de les sauver à nouveau. Le gouvernement agit en mettant en place un contentieux fiscal pour 190 millions d'euros concernant la période 2006-2010. Le gouvernement agit en recherchant une imposition juste au regard des règles de la fiscalité nationale, même si l'assujettissement de ces entreprises à l'impôt sur les sociétés s'avère extrêmement complexe, sauf à ce que l'OCDE réforme les normes fiscales. Le gouvernement agit en maintenant le taux de TVA réduit à 5,5 et non à 7 comme cela a failli être le cas. À cela, il faut ajouter les diverses aides en faveur de la promotion de la lecture, du soutien à la création littéraire, du maintien sur le territoire national d'un maillage conséquent de librairies. Plus particulièrement, le plan librairie, initié par vous-même, Madame la Ministre, démontre l'intérêt du gouvernement pour ce type de commerce. Ce plan librairie a pour objectif de faciliter la transmission de celle-ci, d'aider celles qui rencontrent des difficultés de trésorerie et, de façon générale, de mieux les soutenir. Je vous rappelle également qu'ici même, au Sénat, à l'initiative du gouvernement, nous avons récemment créé un médiateur du livre et des agents du ministère assermentés pour constater les infractions à la législation sur le prix du livre, telles que d'ailleurs les organisations professionnelles de la librairie le demandaient. Le groupe socialiste tient ainsi à féliciter notre ministre pour l'ensemble de ses actions et à l'encourager tant le travail qui reste à faire est important. Aujourd'hui, nous le savons, notre réseau de librairies est menacé et par là même, ce sont plus de 30 000 emplois qui le sont. Ce texte veut être une pierre à l'édifice. À l'initiative de parlementaires seine-et-marnais, amendé par le gouvernement lors de sa présentation à l'Assemblée en octobre dernier, il permet désormais de limiter les avantages offerts aux clients des plateformes de vente de livres en ligne. Le travail de notre rapporteur, Barry Zacharie, a d'ailleurs permis d'affiner le dispositif adopté par nos collègues de l'Assemblée en première lecture, puisqu'il était très difficile, voire impossible, d'intervenir sur des dispositions mettant en cause soit le coût réel des frais de port, soit sur l'établissement d'un prix plancher. La rapporteure nous avait dès lors proposé judicieusement d'interdire simplement la livraison gratuite. Après l'adoption en première lecture de ce texte par notre Assemblée, est apparue, durant la navette parlementaire, la nécessité de transmettre notre texte de loi à la Commission européenne, conformément à l'application de la directive 98/34, qui prévoit une procédure d'information s'agissant des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information. Les délais imposés par cette directive ont conduit l'Assemblée nationale à supprimer le délai de 3 mois pour la mise en œuvre du dispositif du texte examiné aujourd'hui, que nous avions introduit à l'initiative de notre collègue Jacques Legendre, et ainsi maintenir le texte dans la navette en attendant l'avis de la Commission européenne. Comme l'évoquait notre rapporteur, la Commission européenne a émis des réserves sur l'opportunité de ce texte et estime notamment que nos autorités françaises ne lui ont pas fourni suffisamment d'éléments pour juger de la proportionnalité du dispositif. Si les autorités européennes semblent prêtes à se laisser convaincre par le dispositif de la proposition de loi, cette acceptation ne pourrait se faire qu'au prix d'une renonciation préalable de la France
à la mesure consistant à interdire la gratuité des frais de port. À défaut, la France se retrouverait sous la menace d'un contentieux et partant d'une condamnation. Nous saluons la détermination de notre rapporteur de ne pas succomber à ce chantage en nous proposant, lors de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication du Sénat, d'adopter cette proposition de loi dans sa version transmise par l'Assemblée nationale sans modification. Notre commission a unanimement soutenu cette proposition. En effet, mes collègues du groupe socialiste, moi-même, estimons que nous ne pouvons plus accepter de telles injonctions de l'Europe si elle ne nous protège pas par ailleurs. Elle ne peut pas nous interdire de défendre nos librairies et affirmer ne rien pouvoir contre le dumping social auquel se livrent les grands groupes. Si la concurrence déloyale était empêchée par un minimum de règles européennes, nous pourrions nous montrer plus conciliants, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. La prise de conscience progresse, y compris par nos voisins allemands, où les positions ont évolué sur la question de la gouvernance et de la régulation d'Internet. Le groupe socialiste votera donc ce texte qui permettra de faire évoluer les choses en Europe et nous offrira un peu de répit pour accompagner les libraires dans une réorganisation de leur filière et répondre aux exigences de la modernisation. Merci. Merci, monsieur le sénateur. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission. Je n'ai été saisie d'aucun amendement. Je vais donc mettre aux voix l'article 1er, seul article de la proposition de loi encore en discussion. Le vote sur cet article vaudra vote sur l'ensemble de la proposition de loi. Je suis saisie d'une demande d'explication de vote par notre collègue Madame Goulet. Oui, merci. Madame le Président, Madame le Ministre, Madame le Rapporteur, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, juste un petit mot d'explication de vote sur ce texte, puisque en première instance, je m'étais abstenue. Mais là, je ne suis pas intervenue en discussion générale. Je vais simplement vous dire que je maintiens mon abstention, que je voudrais d'abord féliciter le gouvernement de la rapidité de la navette. Quand on sait combien de textes restent en carafe, pardonnez-moi, entre l'Assemblée et le Sénat, que cette semaine nous allons examiner un texte sur l'efficacité de la loi et la pertinence de la loi, je trouve que ce délai pour la navette est absolument remarquable, ce qui prouve l'intérêt que nos deux chambres portent à ce sujet. Et c'est bien normal. Nous sommes dans la guerre de l'obus et du blindage. Je l'avais déjà dit en première lecture, nous n'avons pas encore voté ce texte et Amazon a déjà trouvé une parade puisqu'il y a maintenant un Prime Amazon où pour 49 € par an, l'ensemble des frais de port sera couvert. Ça veut dire que nous avons d'ores et déjà la parade à un texte qui n'est pas encore voté. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette guerre de l'obus et du blindage. Je maintiens que le texte qui est pavé de bonnes intentions et qui est important pour la protection des librairies reste néanmoins un peu cosmétique. On a beaucoup parlé de fiscalité aujourd'hui, beaucoup plus que pendant la première lecture, et je trouve que c'est extrêmement important. Mais si Amazon livre en 24 heures, alors que les libraires physiques sont, eux, livrés des livres en 48 heures, il faut aussi se poser la question de savoir comment fonctionne le relais entre les éditeurs et les librairies. Parce qu'il y a quand même un problème qui consiste aussi à régler, et ce problème du livre ne constitue pas une exception et ne doit pas être limité à la plateforme Amazon ou aux plateformes de vente en ligne et aux libraires. Il y a aussi les éditeurs, il y a d'autres acteurs dans le secteur qui peuvent aussi être mis à contribution. On a évidemment parlé de la fiscalité, on a parlé de la loi sociale. Moi, je voudrais aussi attirer votre attention sur les dispositions du traité transatlantique qui sont actuellement en discussion, pour lesquelles les produits culturels sont pour l'instant exclus, mais pour combien de temps? À la commission économique de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, je suis rapporteur général de la commission qui s'occupe des relations transatlantiques, et je pense que le nivellement par le bas des normes et de la régulation de ce point de vue doivent être prises extrêmement au sérieux, notamment par les moyens détournés qui pourraient être utilisés dans le cadre de ce traité transatlantique. Enfin, j'en aurais terminé, Madame le Ministre, en vous disant que la question de l'évaluation des aides
que ce soit les aides à la presse ou les aides aux livres et aux librairies qui sont prévues, je pense que ces aides doivent être absolument évaluées. On a extrêmement de difficultés dans notre système législatif à mettre en place des outils d'évaluation. On l'a vu très récemment dans le texte sur l'aide au développement. On le voit dans d'autres sujets. On a un certain nombre d'habitudes, on a un certain nombre de dispositifs d'aide et on a très rarement les dispositifs d'évaluation qui devraient être leur corrélatif absolu, de façon à ce que le gouvernement et le Parlement, et subsidiairement le contribuable, soient tout à fait avertis de l'efficacité des subventions qui sont versées. Donc oui, le texte est important pour marquer notre attachement au livre, à la politique du livre et aux librairies physiques. Il est à mon sens totalement insuffisant et c'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai. Merci Madame la sénatrice. Je mets donc aux voix l'article 1er. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. La proposition de loi tendant à encadrer les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux contrats d'édition est définitivement adoptée. Et Madame le rapporteur m'a demandé la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, je me réjouis de cette unanimité à une exception près, mais tous les groupes finalement ont adopté cette proposition de loi, je m'en réjouis. Et je voudrais profiter de ce moment parce que c'est, je pense, le dernier texte de la Commission de la Culture que nous aurons à examiner, à l'instar de ma collègue Madame la Présidente Gonthier-Maurin, pour saluer le travail fait en commission. Vous savez, David Assouline le sait bien, les conditions dans lesquelles je suis arrivée à la commission. Et puis on m'a dit, bon, les choses étaient partagées. Et on m'a dit, ben écoute, il reste le livre. Et puis finalement, j'ai découvert un secteur formidable auquel maintenant je suis très attachée. Et j'ai eu finalement, alors que ce n'était pas du tout attendu, la possibilité de défendre finalement plusieurs textes. Et ça, vraiment, je m'en suis réjouie. Ça m'a permis, en plus du travail de présidence des débats, de pouvoir rester dans le législatif. Et ça, dans le législatif, et m'en suis réjouie. Par ailleurs, je voudrais saluer Madame la Présidente de la Commission pour le travail fait, pour l'ambiance. Et puis, quelque chose quand même que je voudrais signaler, c'est son esprit de résistance qu'elle a su nous insuffler. Parce que quand elle trouve un rapporteur qui bloque, qui résiste, eh bien, elle l'encourage. Et cet esprit de résistance de la Commission est vraiment quelque chose qui l'illustre et qui la distingue particulièrement. Donc, je voulais le dire. Merci à vous, Madame la Présidente. Merci, Mesdames les Présidentes. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. D'abord, pour vous remercier de cette belle unanimité sur tous les bancs en faveur d'un texte qui est un texte très important, qui est un texte qui permet l'adaptation du droit d'auteur aujourd'hui à l'ère numérique avec des protections supplémentaires pour les auteurs, des garanties supplémentaires pour les auteurs. Et donc, voilà, vraiment, l'adaptation du contrat d'édition était quelque chose d'extrêmement attendu. De même que cette disposition sur l'encadrement des frais de livraison, des frais de port pour la vente à distance de livres, dont on sait à quel point elle est l'un des aspects, elle n'est pas le seul aspect bien sûr, mais d'un vaste plan en faveur de la librairie pour lequel nous avons déjà discuté, le plan de 18 millions d'euros qui associe des financements publics et l'engagement aussi des éditeurs, la création du médiateur du livre, la sermentation des agents du ministère de la Culture pour constater les infractions à la loi sur le prix unique, tout ce que fait le Centre national du livre. Enfin, vraiment, nous avons, je crois, depuis 2 ans, bâti ensemble une belle politique en faveur du livre, de la chaîne du livre et en particulier en faveur des libraires. Ça s'inscrit dans la défense de l'exception culturelle, Madame la sénatrice. Et je tiens à vous dire que dans le cadre de la discussion du traité transatlantique auquel vous faisiez allusion lors du dernier Conseil des ministres européens de la culture, j'ai interrogé moi-même le commissaire de Groot et qui a dit qu'il n'y aurait pas de discussion sur les sujets culturels à partir du moment où le mandat de négociation qui a été donné à la Commission
est extrêmement clair, et ce mandat de négociation, vous vous en souvenez, l'année dernière, il a été l'objet d'âpres discussions et d'une position très forte de la France qui s'est opposée à ce que la culture, l'audiovisuel entrent dans le cadre du mandat de négociation. Donc il n'y aura pas de discussion sur les questions culturelles, audiovisuelles dans le cadre du traité transatlantique. C'est une grande victoire de la France, d'ailleurs, qui a fait prévaloir son point de vue, et c'était une grande victoire pour l'exception culturelle. Je sais que Madame la Présidente de la Commission y est extrêmement attachée. D'ailleurs, vous avez été d'un grand soutien dans ce combat l'an dernier. Et je tenais moi aussi à vous rendre hommage, chère Marie-Christine. Nous nous connaissons depuis bien longtemps, bien avant d'être l'une et l'autre dans cet hémicycle. Je sais à quel point vous avez une force de conviction chevillée au corps, ancrée d'ailleurs dans la terre riche, féconde, humainement très chaleureuse du Nord-Pas-de-Calais. Vous avez exercé de belles responsabilités et que vous avez cette alliance particulière, comme le disait Barry Zachiari, d'une grande force de conviction, d'une capacité de résistance, mais toujours avec beaucoup de douceur et de tempérance. C'est une qualité qui n'est pas si fréquente en politique. Donc je voulais moi aussi vous rendre hommage. Merci. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente de la Commission. Voilà pour l'examen de cette proposition de loi Amazon examinée en deuxième lecture par le Sénat, un texte qui vise à modifier la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre et à l'adapter à l'évolution du commerce en ligne. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 15 h. Je vous retrouve pour les questions cribles consacrées à la pollution de l'air. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.